j'ai beaucoup ruminé autour de toute cette affaire de Hasanabi. Alors pour ceux qui ne sauraient pas trop, Hasanabi du coup c'est un gros streamer états-unien. L'équivalent chez nous ça serait bah Jules vraiment, enfin c'est un des plus gros streamers aux États-Unis et qui vraiment est assez mainstream même, enfin tout en étant plutôt de gauche, plutôt se revendiquant comme étant communiste, etc. Des trucs du genre. Et t'as vraiment un truc où c'est un gros streamer qui est invité un peu de partout, mais qui quand même reste plutôt radical dans certaines de ses takes, je pense qu'on peut se le dire. Notamment, une des takes qu'il avait, c'était de dire que les États-Unis méritaient le 11 septembre. Un truc du genre. Tu dis, putain, c'est osé, osé. Euh, mais il disait plein de trucs du genre. Il est vraiment, bah, comme vous le voyez dans l'extrait, pro-pal. Il est assez critique des démocrates, même s'il n'est pas d'élu et qu'il se dit en vrai, il n'y a que eux pour. Enfin, on peut voter que pour eux parce qu'on a un système de cons, etc. Des trucs comme ça. Il a interviewé Zoran Mamdani, qui est en course pour être le maire de New York. Enfin voilà, c'est quand même quelqu'un d'assez radical, je pense qu'on peut se le dire. Et à côté, du coup, moi j'ai fait mon petit tweet parce que en gros, il a des accusations comme quoi, d'après cet extrait très précis, je crois que c'est au début, hein, je vais juste le montrer vite fait. Okay, it's the same reason as to why America. Kaya, please just fucking go. Just stop. Jesus Christ, what are you doing? Et donc, en gros, dans cet extrait-là, il est accusé d'avoir électrocuté son clébard, qui s'appelle Kaya, du coup, c'est une femelle, je sais pas de quelle race. Alors, chose d'ailleurs, je tiens à le préciser, hein, je ne suis absolument pas expert en chien. J'ai jamais eu de chien dans ma vie. J'avais une tante, cousine qui avait un chien et c'est tout, quoi. Enfin, vraiment, il n'y a pas de truc à part. C'est vraiment un truc osef, quoi. Et du coup, il y a eu tout un débat, tout un truc autour de ça, autour de cet extrait-là, parce que, ben, effectivement, on regarde l'extrait comme ça, on a l'impression, vu qu'il est en live et que il reach, enfin, il est en train d'essayer de grappiller quelque chose en dehors de l'écran, on a l'impression, vu qu'il y a un côté action-réaction, Please just fucking go. Just stop. que elle est peut-être en train d'être un peu électrocutée. Alors, il y a eu des débats ancestrales autour de ça. Moi, j'avoue que, du coup, le lendemain, je crois, de toute cette affaire, ou non, pendant que l'affaire était en train de se faire, parce que c'est arrivé, du coup, sur un stream du 7 octobre, je crois, le 8 octobre, commençait à y avoir une sorte de polémique autour de tout ça, et du coup, moi, j'ai fait mon petit tweet, tous les gauchistes, parce que, en fait, le problème que j'avais, c'était même pas que ça fasse polémique auprès de l'extrême droite, etc. C'était que, en fait, je voyais progressivement énormément de gens gauchistes dire « Ah, c'est pas bien, c'est horrible, etc. » Alors qu'en vrai, l'extrait, moi je trouve, on dirait qu'il se passe un truc, mais j'ai aussi l'impression qu'il se passe potentiellement rien. Et je me dis, bah c'est bizarre comme truc, je laisse Hassan s'expliquer vu que ça commence à faire un petit peu polémique. Et puis voilà, j'en ai absolument rien à foutre. Mais j'en ai absolument rien à foutre de si. Enfin, s'il a électrocuté son chien, j'en ai rien à foutre de le cancel entre guillemets, de dire que c'est une merde, etc. Parce que je trouve que c'est un peu dégueulasse d'électrocuter des chiens comme ça, même si moi, de ce que j'ai compris, parce que j'ai lu plein de trucs, je suis pas devenu expert en clébard, mais j'ai lu plein de trucs autour de ça, et de ce que j'ai compris, ce genre de chien, si t'as des petits électrochocs, bah, en fait, il pèse 50 kilos son clébard, genre, c'est horrible, hein, bien sûr, mais en soi, c'est censé aller, mais bah, je suis contre ça de manière générale parce que je suis contre les électrochocs, tout comme je suis contre les électrochocs pour des humains et pour toute forme d'animaux, hein, toute forme d'animal évidemment. Et globalement, moi voilà, j'ai l'avis aussi d'Anthony Gruyère quand on a vu que le truc était principalement poussé par l'extrême droite, ça coûtait quoi juste d'attendre et de pas se ruer sur la news. Il ne pèse pas 50 kilos. Bah moi j'avais vu un truc comme quoi Hassan disait qu'il pesait 54 kilos, quelque chose du genre. Peut-être c'est son ancien chien, je crois qu'il avait un chien avant, etc. Enfin bref, l'affaire est très confuse. Je pense que vous pouvez le voir juste à ça. Et donc moi j'avoue que je vois une affaire assez confuse. Je vois quelque chose où je me dis putain ça a l'air assez vaste, de prendre des grandes proportions. Et je vois vraiment un truc où je vois progressivement des gauchistes reprendre l'affaire et dire que c'est dégueulasse qu'il est en train de faire, tout ça. Sauf que ben, moi, ce que je vois majoritairement, c'est que l'affaire a été lancée plutôt par des comptes d'extrême droite, ou en tout cas reprise majoritairement et réappropriée par des comptes majoritairement d'extrême droite. Donc je me dis,
autant attendre un petit peu parce que c'est pas la première fois qu'ils auraient inventé des propos autour de Hasanabi, qu'ils auraient inventé des trucs, qu'ils auraient inventé des choses et que là, ça se trouve, je sais pas, la vidéo peut-être elle est un petit peu fake, etc. Bon, la vidéo est vraie, mais peut-être un petit peu attendre avant tout ça. Et donc, moi, je vois que les gauchistes commencent à s'emparer de l'affaire et je commence à faire ce tweet-là. Tous les gauchistes de la plateforme qui tombent sur... Alors, je pense que... Voilà, je pense que ça a donné une session vanne vraiment légendaire aussi dans la foulée, évidemment. Mais globalement, je tweete ça. Tous les gauchistes de la plateforme qui tombent dans une psyop de extrême droite, donc dans une manipulation de extrême droite à base de Hasanabi maltraite son chien, ce qui est faux. Donc moi, j'assume que c'est faux. On dirait quand ça disait qu'Usul avait un chien malnutri parce qu'il était vegan. Tout est faux dans cette phrase. Envoyez tweet. Tweet qui a fait un petit peu parler quand même. Tweet qui a fait un petit peu parler parce que j'ai eu énormément de réponses de gens d'extrême droite, etc. Avec des gens qui disent « Il y a des preuves sous format MP4 ». Alors c'est pas une preuve en l'occurrence parce que là, encore une fois, on voit rien. On voit pas un rapport de pression de bouton. Tout ce que les gens font, c'est assumer qu'il aurait appuyé sur un bouton, etc. Et globalement, je vois en fait plein de gens avec lesquels je suis pas d'accord. Je vois des images vraiment, enfin encore une fois, une session vanne absolument légendaire. Et je vois plein de gens en fait qui débattent. Et moi, je vous avoue que la journée du 8... 9-10, j'avais encore des mentions autour de ce tweet-là. Même encore, je crois, hier, il y avait quelqu'un, un fou du bus, qui répondait avec des sortes de trucs où il mettait des tweets en fond, etc. Enfin, voilà, c'est vraiment assez dingue. Comme les gens qui reprennent du Twitch gauchiste pour taper sur la gauche l'enfer. Oui, voilà, c'est un peu ce truc où les gens reprennent Twitch gauchiste, qui est un compte lancé par l'extrême droite et qui ne se cache pas d'être un compte lancé par l'extrême droite et qui est repris majoritairement par l'extrême droite, et les gens tombent dans les extraits de Twitch gauchiste et reprennent les extraits de Twitch gauchiste. Alors après, si ça fait des débats à l'intérieur de la gauche en privé, que ça fait que c'est une base d'extraits, pourquoi pas? Moi je suis pas encore passé sur Twitch gauchiste, j'adorerais, mais mais il y a quand même ce truc où là, ce que je vois, c'est que c'est une polémique lancée par l'extrême droite, donc je vais au moins un petit peu attendre de voir, et juste le seul truc, c'est que j'ai assumé que c'était faux. C'est peut-être mon erreur, mais en tout cas, on a vu par contre que, a priori, donc du coup, t'as Hasanabi qui a montré le collier. Alors, il y a que des ingérences pour dire « Ah oui, en fait, le collier... en fait, le truc, c'est que en gros, il y a un collier où il y a deux marques, deux types de colliers précis. Il y a un collier où c'est que de la vibration, et il y a un collier où c'est des vibrations, mais aussi un mode choc dans lesquels tu peux enlever les petits embouts pour que ça ne puisse plus vibrer, etc. Enfin, vraiment, je vois tout ça et je me dis, putain, mais qu'est-ce qui se passe autour de ça? Je vois des gens analyser, parce que du coup, il a montré le petit collier, et je vois des gens analyser en montant le gamma de la chose. Je vois aussi, parce que ça m'avait vraiment... C'était la première réponse où je me suis dit, les gens sont barges. C'était quelqu'un analysé, parce que en gros, du coup, dans l'extrait, les gens commencent à dire, mais ça se trouve, juste, le Kaya s'est coincé la jambe, et puis voilà. Et je vois des gens analyser avec des graphiques qui n'ont absolument aucun sens. Pourquoi il y a un graphique masse sur Y, ça n'a aucun sens. Pourquoi il y a un graphique comme ça pour analyser la position de la patte, sachant qu'on a un extrait en 360p qui est absolument imbitable? Je veux dire, vraiment, moi j'ai bossé sur des extraits pour faire des trucs en mode fond vert, etc. Et en fait, moi je vois tout ça. Je vois des gens vraiment faire des grandes théories et je me dis, qu'est-ce qui se passe en fait autour de tout ça? Je vois des gens reparler d'anciens extraits de Hasanabi où il disait des conneries, etc. Je me dis, qu'est-ce qu'il y a, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je vois des trucs qui ressortent. Je voyais un fou du bus vraiment dire des trucs. Et en fait, le truc, c'est qu'après, Hasanabi, il a montré le collier. Et en fait, il y a une sorte de bout de scotch dessus, visiblement pour cacher, pour camoufler les petits embouts qui permettent de fixer les embouts qui permettraient potentiellement d'électrocuter. Donc je me dis, en fait, en soi, si t'enlèves ce genre de truc-là, et que tu mets un petit scotch, c'est juste pour que ça soit un peu, enfin pour que ça accroche pas dans le cou du chien. Donc je me dis tant mieux. Et en fait les gens disent, ah vous voyez, il cache les preuves. En fait, que des trucs comme ça où je trouve qu'on est dans un truc de perte de la vérité assez, enfin de post-vérité de toute manière assez effarant.
sachant que entre temps, enfin, t'as du coup un des gros, parce que alors, on rentre dans un lore états-unien assez compliqué, mais en gros, t'as Ethan Klein, donc H3H3 pour ceux qui connaissent, qui est un des gros, enfin, une des personnes vraiment contre Asanabi, etc. Et qui dit, bah moi j'ai essayé le collier, et en fait ça électrocute pas, c'est juste un truc pour peut-être potentiellement, ça peut être des vibrations, ça peut être électrocuté, mais en fait c'est des très faibles doses, et ça fait rien, alors que pourtant c'est pas censé être surhumain, et sur la peau humaine est beaucoup plus fine qu'une peau de chien, etc. Donc je me dis, bah en soi, l'affaire est conclue. Mais moi, ce que je vois, et d'ailleurs, Hassan est revenu plus tard, il a parlé dans le Philippe de Franco Show pour dire j'ai revu la vidéo et je comprends pourquoi les gens sont en colère. J'aurais dû aller la voir parce que visiblement elle a un peu crié. On voit d'ailleurs qu'il est en train de se dire oh, putain, qu'est-ce qui se passe, etc. Mais qu'il voit qu'elle est. Enfin, qu'elle va bien, tout ça. Et il dit bah j'aurais dû y aller, mais en fait j'étais en train de paniquer parce que j'étais en live et qu'il y avait des problèmes d'internet et que le stream était en train de cracher, donc je me disais putain il faut que je continue à... Enfin vraiment je vois ce côté tunnel vision de ne pas comprendre ce qui se passe, et en vrai il a assumé totalement le fait que il aurait dû, enfin évidemment il dit bah moi j'ai jamais acheté de collier qui électrocute des chiens, etc. Mais je suis contre ça, d'ailleurs il en avait parlé, il disait qu'il était contre ça, donc en vérité je vois ça. Et je me dis, bah en soi, c'est. Ah, c'était pendant son live d'après, pardon. Par contre, désolé, mais si c'est vraiment un collier avec de la vibration, c'est de la merde. Il n'y a aucun éducateur sérieux qui te dira le contraire. C'est pas une question de douleur, ça a un impact sur la psychologie du chien. En tout cas, voilà, j'ai l'impression qu'il est en mode, bah en soi, c'est juste un petit collier comme ça. C'est le but du dress. En fait, c'est ça le truc, c'est que. J'ai l'impression aussi, moi je suis pas expert canin, mais j'ai l'impression aussi, et je dis pas ça pour le chat, hein, attention, ça se trouve, Rosé Chevalier, vous les connaissez, tout ça, enfin, Saphir aussi, mais j'ai aussi l'impression qu'il y a plein de gens qui sont devenus experts canins autour de toute cette affaire-là, et moi ça m'impressionne en fait de voir tout ça, de voir des gens, enfin, c'est censé être résolu très rapidement, c'est censé être résolu juste par Asanabi qui dit bah voilà le collier, et en fait ça n'a rien à voir, et puis passez votre chemin. Sauf qu'évidemment, il y a des doutes et ça va inventer des trucs autour de ça et les gens vont pas avouer avoir tort ou des trucs du genre. Et je me dis, bah en soi, il n'y a pas. Surtout sur l'instant, ils se rendent pas compte de l'ampleur de la sauce qui était en train de monter sur Twitter. Évidemment, mais tu peux pas te rendre compte d'une sauce qui arrive après. Tu peux pas te rendre compte d'une sauce qui arrive plus tard et qui arrive vraiment le lendemain du stream, tout comme tu te rends pas compte quand tu dis une connerie que ça va être repris par Twitch gauchiste ou des trucs du genre. Moi ça m'est déjà arrivé de dire des conneries et de dire des trucs où je me dis putain j'aurais dû me reprendre sur ce mot là, mais en fait t'es dans le fil du stream et t'oublies, parce que c'est ça aussi qui est un petit peu compliqué dans le fait de streamer, c'est qu'en fait bah t'es dans un fil continu de stream, et c'est pour ça ce côté tunnel vision même, c'est que bah en soi il explique que la vibration, il s'en sert quand il va en balade, sans laisse avec son chien, il utilise des vibrations seulement quand le chien n'arrive plus à l'entendre quand il lui demande de revenir. Ok. Je peux comprendre sa réaction et qu'il y ait vibration ou pas, et même électrocution. Non pas que je m'en fous si le chien a eu mal à cause de ça, mais ce qui m'intrigue et m'énerve le plus, c'est la non-lecture possible des gauchistes dépolitisés autour de la propagande poussée par l'extrême droite. Ne pas voir qu'effectivement la polémique n'est pas là, n'est pas juste là pour une réelle inquiétude pour l'animal. Mais oui, mais comme si l'extrême droite, enfin après, c'est un vrai truc aussi, c'est que l'extrême droite se soucie plus des animaux que des arabes. C'est quand même un autre truc qui existe vraiment. Donc moi ça m'étonne pas tant que ça. Un rappel de genre Marine Le Pen qui est arrivée récemment avec un chaton à l'Elysée parce qu'elle avait une réunion et qu'elle disait ah j'ai vu ce petit chaton dans la rue tout seul, je me suis dit que j'allais le secourir, tout ça, et tout le monde qui était absolument attendri par ça. Évidemment c'est l'argument chaton, et même les gens qui accusent Asanabi de mettre en évidence son chien dans un coin, etc. Et d'autres gens pareil dans la lignée de ce clip là qui disaient en vrai Asanabi son chien reste pendant 5 heures dans un coin sans jamais gambader, bah ouais, enfin, moi j'ai eu des chats, donc si ça se trouve c'est absolument pas le même comportement, mais pour avoir eu des chats, il y a des chats qui bougent de partout, qui courent de partout, et il y a des chats qui restent dans un coin et qui foutent rien, tout comme il y a des chats qui ont un mix des deux comportements. Donc je me dis, est-ce qu'un chien c'est exactement la même chose? Je sais pas, peut-être que certains vont me confirmer, mais je me dis, bah un chien ça va dormir longtemps, ça va rester dans un petit coin. Juste là, ça aime bien son propriétaire, et voilà quoi. Et donc, en fait, moi, ce qui m'intrigue, c'est de me dire l'argument l'extrême dit ça, donc je ne veux pas être d'accord, c'est pas une preuve de lucidité. Je suis tout à fait d'accord. Et en fait, le truc aussi, c'est que, mais quand même,
dans le cadre d'une sorte d'enquête entre guillemets où c'est en cours, même si c'est pas une enquête sérieuse, que ça reste une enquête internet, etc. Peut-être attendre la fin de l'enquête et attendre la fin de tous les rebondissements pour avant de commencer à s'exprimer, parce qu'en fait, rapidement, on peut paraître ridicule, en fait, tout simplement, et on peut paraître un petit peu bête. C'est un petit peu ça aussi, c'est même pas, enfin moi je m'en fous que des gauchistes parlent, etc. C'est juste que du coup, ils ont l'air un petit peu bêtes, c'est un peu ça. Il y a plein de streams où le chien se barre et revient. Mais moi, j'ai jamais regardé un seul stream d'Asanabi, les gens. Hein. J'ai juste vu des extraits parfois passer. Et puis voilà. Mais là, c'est juste qu'ils se disent, bon, bah tiens, c'est Asanabi, on a une raison pour l'attaquer. Donc, on va prendre son chien parce que, globalement, attaquer un chien, un handicapé, c'est persona non grata. Mais attaquer des Arabes, attaquer des peuples opprimés, etc. Les gens s'en foutent, quoi. Des gauchistes qui ont l'air bêtes, oui, comme 90% du temps. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ce qui est terrible avec cette affaire, c'est que quoi qu'ils puissent dire ou faire pour se défendre, la polémique est déjà là. Et tout le monde s'est déjà fait un avis. Ça me rappelle la polémique qu'il y a eu autour de l'affiche d'Hanouna faite par LFI. Il n'y a plus aucune défense possible, même si les accusations sont erronées. Bah oui, en fait, même là, c'est impossible parce que c'est passé dans la postérité. Et en fait, moi, c'est... Là où j'ai envie d'en parler, parce que j'ai pas juste envie d'en parler sous un angle de analyse politique de la chose, etc. Je pense que des gens sont bien plus informés que ça, informés que moi sur le sujet, ont plus vu Hassan, sont des experts canins, etc. Mais là où ça m'intrigue, en fait, c'est que malgré le fait qu'il y ait eu débunkages progressifs, qu'il y ait eu des gens qui en ont parlé, qu'il y ait eu des gens qui ont prouvé que c'était pas exactement le même collier, etc. Et qu'il y a plein de trucs du genre, malgré le fait qu'il y ait des gens qui ont prouvé que les prongs, là, les petits embouts s'enlevaient, qu'en fait ça pouvait passer pour un truc à vibration et qu'en fait ils l'utilisent de telle manière, malgré toutes les preuves qu'il y a, malgré toutes les preuves qu'il y a au fait que Asanabi n'aurait pas électrocuté son chien et n'utilise pas d'électrocution autour de son chien, mais en fait la vidéo reste quand même, malgré tout, un peu dans le flou. Et en fait, c'est là où ça m'intéresse, c'est que moi j'ai beaucoup ruminé autour de ça, parce que la vidéo reste, selon beaucoup de gens, encore une fois, je reprends mon tweet, selon beaucoup de gens, des preuves. Selon beaucoup de gens, c'est une preuve que Asanabi aurait électrocuté son chien. Quand bien même la vidéo est assez floue, quand bien même la vidéo, on ne voit pas un acte délibéré, mais en fait les gens le voient, cet acte là, et en fait moi ça me fait penser alors évidemment à beaucoup de choses autour de la paranoïa qu'il y a eu post-JFK, de l'analyse qu'il y a eu autour du fameux film de l'assassinat de JFK qui a été rendu public, et de comment ça se passait, qu'est-ce qu'on voyait dans des bouts de la chose. Évidemment, je renvoie à l'analyse de Toré qu'il y avait eu autour de et tu vois très clair dans mon jeu Terranio, mais de l'analyse de Toré autour de l'assassinat de Charlie Kirk, etc., qui revenait un petit peu sur ça. Mais la vérité, c'est une vidéo hors contexte, et en fait on comprend pas ce qui se passe, et Hassan s'est expliqué plusieurs fois dessus, et en fait c'est juste qu'il a une sorte de boîte de bonbons qui prend un petit peu sur le côté. Je crois que c'est une boîte de bonbons, c'est ça, c'est du Zine Pod, quelque chose du genre, Zine nicotine. Non, c'est un truc de nicotine, c'est ça, c'est un patch de nicotine, c'est ça. Je crois que c'est ça, c'est en mode c'est des petits patchs de nicotine, je sais pas ce que c'est un truc d'américain, j'en ai rien à foutre, mais en tout cas juste il prend ça, c'est des gums, ouais voilà, c'est des sortes de gros bonbons, quoi. C'est des bonbons à la nicotine, et je me dis, en soi, juste, oui, il est en train de steamer. Moi, les gens, j'ai des petits trucs, j'ai ça, là, j'ai un fidget cube pour steamer quand j'en ai besoin. Comme si, vraiment, j'en avais turbo besoin. En ce moment, j'ai pas si besoin que ça de steamer, mais j'ai ça au cas où. Dites-vous que quand j'ai reçu Yerimstar, en fait, il faisait que faire des trucs comme ça. Genre, j'ai mon coupe-ongle sur mon bureau, et en fait, il faisait que jouer avec mon coupe-ongle dans son coin, etc. Ça se voyait, je crois, un petit peu par moment. Bon voilà, t'es en train de streamer, t'as besoin de steamer, pour reprendre un adage. Et en fait, moi, ce qui m'impressionne, c'est que malgré le fait que tout soit débunké autour de Hasanabi, la vidéo fait quand même figure de preuve. Et pourquoi la vidéo fait quand même figure de preuve? Parce que même si ça a été analysé comme quoi, en fait, c'est juste qu'il prend un petit pack de nicotine sur le côté, et que, en fait, il y a une sorte juste de coïncidence entre tout ce qui se passe, là, comme on a deux actes qui sont en même temps à l'écran et en même temps dans le même plan, les gens pensent que ces actes-là sont liés. Et en fait, ça a un nom, c'est en fait le montage interdit de André Bazin, qui est une théorie qui a été faite par André Bazin autour en fait, alors, en fait, en gros, André Bazin fait une critique de Nanook, c'est de Nanook ou c'est de... Oui, c'est de Nanook l'Eskimo, il me semble. C'est ça? Il me semble que c'est une critique de Nanook l'Eskimo, de je ne sais plus qui est en fait un des premiers documentaires.
Ou alors c'est après, s'il le compare avec Nanook, je sais plus exactement, j'avoue je l'ai pas relu avant. Mais oui voilà, comme Nanook, beaucoup plus intéressant, est évidemment celui du film de fiction allant de féerie au documentaire à peine romancé comme Nanook. Non c'est un peu après je crois. Nanook c'est pas par Deleuze, ah c'est peut-être par Deleuze, mais je crois qu'il parle de Nanook à un moment en tout cas. Mais c'est surtout qu'il fait, en fait, Montage interdit c'est un assemblage de 2 textes. En fait Bazin c'était un grand critique de cinéma dans les cahiers du cinéma, qui n'est d'ailleurs pas, je crois, à l'écran dans Nouvelle Vague, si je me trompe pas. Je sais pas pourquoi j'y pense maintenant. Mais, mais en gros, c'est un assemblage de 2 textes critiques qui sont donc du coup un texte critique autour de 3 textes critiques. 2 textes critiques, je sais plus. Autour de Crin Blanc, de Ballon Rouge et de Une fée pas comme les autres. Et en fait, c'est un assemblage de tout ça pour arriver à la théorie du montage interdit. Et en fait, cette théorie-là, elle dit quelque chose qui est... Alors, si l'on s'efforce maintenant de définir la difficulté, il me semble qu'on pourrait poser en loi esthétique le principe suivant. Quand l'essentiel... Il était déjà mort. Je crois qu'il est cité dans Nouvelle Vague alors. Peut-être, je ne sais plus. Le GOAT de l'éducation canine sur le collier en 30 secondes. Bah, regardez ça si vous voulez plus de détails. Mais pardon, juste je continue juste la lecture du Bazin. Quand l'essentiel d'un événement est dépendant d'une présence simultanée de 2 ou plusieurs facteurs de l'action, le montage est interdit. En gros, ce que ça dit, c'est quoi? C'est que si vous voulez tirer sur quelqu'un dans un film, ce qui se fait généralement, c'est en fait avoir un plan du personnage qui tire et avoir un plan de la personne qui se fait toucher. Sauf que, en fait, les gens n'y croient pas tellement parce que c'est sur 2 plans différents et que c'est sur... et que, en fait, on voit qu'il y a une coupe. Et on voit que c'est dans la coupe que se glisse, en réalité, l'artifice. Et en fait, là, ce qu'on retrouve dans l'analyse de ce qui se passe autour de Hassan Abi, c'est que en réalité... Là, comme il y a une sorte vraiment de grosse coïncidence autour du fait qu'il est en train de grappiller son petit bout de chewing-gum et qu'en même temps, il parle de Kaya et qu'il dit arrête ça, et qu'en même temps, du coup, Kaya se bloque un petit peu la patoune sur son petit lit, bah effectivement, les gens se disent ah bah oui, c'est ça qui s'est passé en fait. L'histoire se construit juste par un assemblage d'actions qui sont exactement dans le même plan, ce qui fait qu'en plus, il y a une force en fait dans tout ce qui se passe. Et donc ça fait que les gens deviennent complètement parano à inventer quelque chose qui ne s'est pas passé et à se dire mais en plus je l'ai vu, en plus je l'ai vu ce qui s'est passé, en plus j'ai compris ce qui s'est passé. Et ça c'est ça qui moi m'intrigue de plus, c'est que les gens sont absolument persuadés d'avoir vu ça tout simplement parce que tout le dispositif est fait pour l'avoir vu quoi. Tout le dispositif est fait pour que la solution la plus logique qui vienne en tête, et c'est pour ça d'ailleurs que les gens de gauche particulièrement sont tombés là-dedans, c'est que tu vois le clip la première fois, tu dis ouais effectivement on dirait ça, t'as même pas besoin qu'on te donne un indice sur ce qui s'est passé, on dirait qu'il s'est passé ça. Et en fait t'as un truc où montage interdit c'est une théorie moi que j'adore, alors je trouve que en vrai c'est pas une théorie comme beaucoup à appliquer à la lettre, mais en fait c'est vraiment une théorie où on a tous vu la même chose et en fait c'est quelque chose qui semble naturel quoi. Comment dire, montage interdit c'est une théorie qui est faite pour le naturel d'une scène. Montage interdit c'est une théorie qui est faite pour montrer le naturel en fait de ce qui se passe, le naturel, parce que évidemment si vous voulez faire de l'artifice, bah il y a des fois où il faudra faire du montage quoi. Mais en fait ça fait penser notamment par exemple à la scène, la fameuse scène de l'extincteur dans Irréversible, où en fait les gens croyaient à cette scène là, les gens croyaient vraiment que la personne se faisait tabasser par l'extincteur parce que tout était dans le même plan, qu'il n'y avait pas spécialement de coupe, et du coup tu te dis bah effectivement on dirait qu'il se passe ça quoi. Tout comme je veux dire généralement en fait un des trucs par exemple autour de montage interdit, c'est de parler notamment de ce qu'avait fait Méliès. Ce qu'avait fait Méliès, où en fait Méliès, si on regarde un petit peu ses films précédemment, notamment, on va regarder Un homme de tête, mais en fait, il utilise justement les coupes, et il utilise notamment le fait de couper dans la scène, et de couper dans le plan, ce qui était permis à l'époque, parce que la pellicule était un peu de mauvaise qualité, tout ça, et il utilisait le fait de couper dans les plans, et de couper directement dans la scène, pour faire des artifices. Et en fait, c'est pour ça que d'ailleurs, Bazin parle beaucoup de tour de magie en fait finalement, et de se dire que si vous expliquez un tour de magie en 2 temps, bah en fait les gens vont pas totalement y croire, alors que si vous l'expliquez en un seul temps et enfin que vous le démontrez en un seul temps, bah là
là-dessus, c'est vraiment assez... Enfin, comment dire? C'est vraiment... on n'y croit plus, quoi. On n'y croit plus. Et là, du coup, bah, vous voyez avec ce que fait Méliès ici, c'est qu'il y a vraiment le bug de cerveau quand tu voyais ça. Oh oui, oui, non, mais en 1898, les gens, hein, c'était il y a plus de presque 130 ans. Hein. Donc, c'est pour ça que, en vrai, c'est marrant qu'on ait passé à l'époque du code ICE avec à une coupe qui sépare le tireur de la victime à le rassemblement des deux plus tard, exemple Weston Spaghetti, puis Jackie Chan ramène la coupe mais pour doubler l'impact. Alors, d'après Jean-Claude Van Damme, c'est lui qui... Salut Oussem, merci beaucoup pour le remboursement de la pizza. Il faudra malheureusement 6 mois de sub pour ça. Mais, mais d'après Jean-Claude Van Damme, c'est lui qui a inventé ça dans Bloodsport. Donc je crois que ça vient plutôt de lui, mais en même temps, je crois qu'il a copié sur Jackie Chan aussi. Hein, donc bon, évidemment. Mais c'est pareil un petit peu d'ailleurs c'était une critique qui se faisait sur les films d'action avant John Wick, donc avant 2014, particulièrement les films d'action américains, donc à partir de Jason Bourne, tout ça, c'est de dire qu'en fait il y a tellement de coupes qu'en fait on n'y croit plus quoi. Et moi je reprends ce grand exemple évidemment de cinéma, je crois que je l'avais déjà montré ici plusieurs fois, mais évidemment je pense à la scène de Taken dans la scène de la petite barrière dans Taken, où je crois qu'il y a genre 15 coupes, 17 coupes, un truc du genre, dans un extrait de 6 secondes. Scène absolument légendaire qu'il faudrait montrer, dans des écoles de cinéma pour savoir ce qu'il ne faut pas faire, évidemment. Mais en fait, c'est un truc où, moi, personnellement, malgré la frénésie de l'action, le fait que, alors à la fois la caméra bouge, le montage fait que cutter, etc., bah oui, j'y crois pas quoi, j'y crois pas au fait qu'il ait vraiment monté cette voiture et qu'il ait vraiment escaladé ce grillage. J'ai quand même l'impression qu'il y a des coupes faites pour que, bah en soi, il l'ait pas fait en une seule prise et que moi j'y crois pas quoi. D'ailleurs, avec encore une fois un chien dans cette scène-là, comme quoi, peut-être certains faut les électrocuter. Non, et dites-vous, j'ai hésité à faire un tweet le lendemain de toute l'affaire, mais je l'ai pas fait. Quand même, je me suis retenu. J'ai hésité à faire un tweet. Asanabi devrait branler son chien en stream pour prouver qu'il ne le maltraite pas, envoyer tweet. Un truc du genre. Je ne l'ai pas fait heureusement, c'est juste une pensée comme ça qui m'est venue, mais je ne l'ai pas fait. Je le laisse pour qui le veut, mais voilà. Alors que dans Jason Bourne, il y a vraiment une chorégraphie. Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Mais c'est pour ça que, en fait, et c'est d'ailleurs là que John Wick est arrivé, c'est d'ailleurs là que John Wick est venu et a un peu tout raflé, parce qu'en fait, on voit que, alors certes il y a des doublures, mais en fait on capte même pas quand est-ce qu'elles sont là. Là on sait que dans tel plan il y a une doublure, on sait que là c'est Liam Neeson, là on sait pas trop, là c'est lui. Là on pense que c'est une doublure, là c'est probablement une doublure, là c'est probablement une doublure, là aussi, là aussi, là c'est probablement une doublure aussi, là c'est probablement une doublure, là c'est lui. Et voilà, enfin c'est vraiment un truc où on sait exactement quand est-ce que c'est une doublure et quand est-ce que c'est la vraie personne. Et John Wick justement met du flou là-dedans, parce qu'on voit tout le temps c'est Keanu Reeves. Il y a tout un marketing autour du fait qu'il a tourné un maximum sans doublure, etc. Même si parfois il y en avait. Et bah, en vrai, on voit que c'est lui. Et donc, on a quand même cette magie du cinéma de se dire, ah oui, effectivement, c'est vraiment lui, quoi. Et pareil dans les Missions Impossibles, d'ailleurs. Combien de doubleurs pour le chien dans la scène? Bah, je crois qu'en plus, généralement, quand tu tournes avec des chiens, je crois que tu tournes souvent avec plusieurs chiens, enfin un truc du genre. Et il y a un truc comme ça où en mode, quand tu tournes avec des chiens, ils sont obligés en fait de mettre des CGI sur les queues parce qu'en fait, ils sont tout contents d'être là et qu'ils peuvent pas le cacher, enfin un truc du genre. Mais globalement, en fait, là, comme tout est dans des plans séparés, tu vois la coupure et tu vois l'artificialité. Mais là, comme le problème hein, du live stream, c'est que à la fois il y a comment dire, à la fois il y a du plan séquence, tout est en live et en même temps il y a du hors champ, donc ça fait qu'on est lié à notre imagination et que on se dit un chien qui se remet en place pile quand quelqu'un semble appuyer sur un bouton, bah action-réaction, expérience de 1000 grammes, et on se dit bah effectivement il y a quelque chose qui se passe et il y a en tout cas une pression qui fait qu'elle se replace dans le plan alors qu'il est censé bah, être en plus voilà il y a aussi tout un propos de ah mais il est censé être gauchiste et il maltraite son chien l'hypocrisie comme si bah du coup t'es droite t'as le droit de maltraiter ton chien enfin vraiment et moi la manipulation là-dessus qui est opérée de la part de l'extrême droite pour dire regardez dans le plan il y a ça qui se passe parce que c'est évident. Alors oui, c'est de la manipulation, mais reste que bah, le plan fait tout pour montrer
qu'on dirait vraiment ça, quoi. Mais parce que on est habitué au fait de voir des images où on voit des images artificielles parce qu'il y a du montage par-dessus, et là on voit une image qui a l'air pour le coup assez réelle, et on se dit effectivement il y a l'air de s'être passé quelque chose, quoi. Donc c'est pour ça que, alors oui, la défense, effectivement, en fait il aura beau se défendre, peu importe ce qui se passe, les gens auront cette image-là et auront cette image gravée dans la mémoire, et peu importe ce que Hasanabi pourra dire, en soi, les gens se diront il a électrocuté son chien parce que les preuves, entre guillemets, sont accablantes. Ce qui est assez, enfin, encore une fois, et moi je reviens là-dessus, c'est les gens qui disent bordel, on dirait bien, tu vois. Et c'est des gens qui pourtant sont plutôt gauchistes par moment, où les gens se disent on dirait vraiment bien qu'il est en train de manipuler, d'électrocuter son chien, quoi. Et c'est en même temps, enfin, c'est là les défauts d'ailleurs du cinéma, et c'est là qu'il faut quand même rester très alerte autour de tout ce qui se passe à l'écran et autour de tout ce qui se passe dans une image. Donc voilà, ce que l'on voit de sûr dans la séquence, c'est qu'il lui parle un peu mal quand même. Alors, ça, les gens, moi, c'est quand même le truc où, quand je gardais le chat chez mes darons, je ne faisais que l'insulter. Genre, vraiment. Et alors, en fait, j'utilisais un autre procédé qui était... Non, en vrai, c'est pas Tchekhov, mais... Enfin, non, c'est pas l'effet Kulechev, pardon. Mais en fait, le truc, c'est que... moi, je fais que l'insulter, mais genre en disant, alors... qu'est-ce que ta petite conne? Vraiment en ayant l'air quand même heureux, parce que je sais que ça sait lire à peu près des émotions, mais globalement je me dis en soi je vais pas non plus le turbo insulter en levant la main ou un truc du genre. Ça c'est un truc qu'un chien déteste en fait, tout simplement. Non, pas Pavlov, mais je voulais dire Kuletchov, mais en fait non. Qu'est-ce qu'il dit, Brivan, pardon? L'effet Kuletchov aussi, on te montre un plan en te disant qu'il maltraite son chien et tu finis par le voir, oui. Mais même, je pense que Brivan, même sans voir sans savoir qu'il électrocute son chien, je pense que des gens peuvent commencer à se dire ah oui, quand même, la vidéo a l'air bizarre. Et après, on te dit ah, il électrocute son chien, et tu dis bah oui, c'est ça. En fait, la solution était devant mes yeux. La solution était là, et en fait, juste, je ne la voyais pas parce que je n'arrivais même pas à y croire, en fait. Et donc, on te dit ça, et tu dis bah oui, effectivement. Et après, ça, c'est du gaslight, hein, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Après, c'est pour ça qu'on est finito à gauche, ça se fout de la gueule des gens qui prennent des balles pour les milliardaires, mais ça fait pareil pour vos icônes de gauche quand ils font de l'AD. Bah ouais. Bah oui, un petit peu, quoi. Un petit peu. Et en gros, enfin, moi je vois tout ça. Alors évidemment, il y a plein de gens qui disent alors, drapeau français, ça n'a rien à voir avec l'extrême droite. C'est juste que l'extrait prête clairement à confusion. La souffrance d'un animal, ce petit cri qu'il a poussé sans raison apparente, plus un gros collier, ça éveille forcément des soupçons, d'autant plus quand il s'agit d'une personnalité publique. Et ça, en vrai, la deuxième partie, moi je suis d'accord. Enfin, je vois le truc où effectivement les gens se disent oui, pourquoi pas, quoi. Pourquoi pas, enfin je vois le truc où oui, l'image par contre, enfin on est d'accord que les mèmes autour de tout ça, même je sais qu'il y en avait un autre où c'était avec c'est pas raciste, hein, c'est Raiden dans Mortal Kombat, mais même si Raiden dans Mortal Kombat, bref, mais en tout cas je vois tout ça, je vois tous ces trucs là. Et alors effectivement moi peut-être mon erreur c'est de dire que c'est une psyop d'extrême droite, alors que c'est une psyop d'extrême droite, mais que les gens enfin se sont réappropriés, et que l'extrême droite est toujours un petit peu dans vos campagnes, tout ça, enfin, il est toujours un petit peu diffuse et essaye de se cacher, sous de la morale de regardez, nous on est les gentils face aux méchants gauchistes, et les gauchistes sont complètement fous, les deux camps, etc. Nous on est plutôt raisonnables, et regardez ce qu'ils font les gauchistes, ils maltraitent leurs chiens, que des trucs comme ça, quoi. Alors que toutes les preuves sont visibles et accessibles. Genre vraiment, en fait c'est ça le truc, c'est que ce côté, toutes les preuves sont visibles et accessibles. Enfin vraiment, non, encore une fois. Savoir que l'image c'est une reconstitution de Pape quand il a décidé de faire ses streams sans Brivan, c'est tout à fait ça, hein. J'ai appuyé sur mon téléphone et hop, Brivan s'est fait électrocuter de chez lui, vraiment, hein. Vraiment, hein. J'ai du mal avec ceux qui veulent un animal comme un pot de fleurs. Alors que en vrai, alors là, de ce côté-là, j'ai l'impression quand même que Hassan, à ce niveau-là, il y a quand même un truc où il essaye bien de s'occuper de son chien, etc. Des trucs du genre, quoi. Genre, quand même, il y a quand même un truc où j'ai l'impression qu'il essaye de bien s'en occuper, d'en faire sa sorte de petite princesse, etc. Je me dis, en soi, ça va. Après, si les gens sont contre le fait d'avoir des animaux de compagnie, ça, moi, je peux le comprendre. C'est vraiment un truc où je peux tout à fait le comprendre, et je peux tout à fait être pour, et c'est quelque chose, évidemment, quoi. Le mec a tellement traumatisé une femme qu'elle est devenue une homme. Vraiment. C'est quoi ces histoires? Je parle du fait en plus ça te plairait, Ika, c'est les théories du complot autour de Hasanabi qui aurait électrocuté son chien. Je fais des liens avec Bazin notamment, montage interdit, tout ça.
Mais la vérité, c'est aussi que, enfin, moi, Ika, vu que tu es là, ça me fait penser évidemment également à Metal Gear Solid 2. C'est-à-dire que, en fait, l'information est là. Le propos de Metal Gear Solid 2, c'est que l'information est là, l'information existe. Ce qu'on va créer, c'est le contexte autour et l'interprétation autour de ce contexte-là qui va faire que les gens vont penser ça, les gens vont penser ce truc-là. Je prends un autre exemple. Les prisons sont majoritairement peuplées de personnes noires et arabes. Alors, tu peux faire des analyses comme t'en veux, évidemment, comme t'en veux, bien sûr, de se dire, alors, ça peut être des choses de l'ordre de, comment dire, en fait, des preuves tout à fait, des preuves scientifiques, de Sciences Po selon certains, mais de scientifiques, en fait, tout simplement, de dire qu'en fait, c'est dû au fait que les personnes noires et arabes sont ostracisées, que ça fait que à côté, elles ont du mal à trouver du boulot, donc parfois elles peuvent voler, faire du deal, faire des actes illégaux, et donc ça fait que voilà, la genèse de la violence va naître comme ça. Et à côté, il y a des gens qui vont dire les prisons sont peuplées majoritairement de noirs et d'arabes parce que c'est dans leur gène. Des trucs comme ça, quoi. Donc en gros, ça fait que globalement, les informations, même si parfois elles peuvent sembler, enfin moi je suis pour l'information, je suis pour le fait qu'il y ait des informations qui se propagent. Maintenant, comment tu les interprètes? Ça, c'est à toi de le dire. Et pendant un temps, l'extrême droite était en train d'essayer d'inventer des fausses informations, notamment les fake news, etc., de l'alt-right, parce que les informations n'étaient pas tout à fait à leur faveur, j'ai envie de dire, et que, en fait, même potentiellement, comment tu essayais de les interpréter n'était pas tout à fait dans ce que tu essayais d'y mettre comme message. Je sais pas si c'est assez clair. Mais en gros, là, maintenant, peu importe ce qu'ils font, il y a des informations qui permettent de dire, regardez, il y a ça. Et typiquement, moi, je pense également à F de Souche. F de Souche, c'est pas un média. C'est pas un média en mode avec des journalistes, etc. C'est une revue de presse. Ils se présentent comme ça, c'est une revue de presse. Et en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre un zoom sur certaines informations qui font que on dit pas électrocuté sans mort, pardon. Et, si ça se trouve, c'est à cause de Trump que Hassan électrise son chien. Tout à fait. Mais en gros, F de Souche, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent une loupe sur certaines informations qui permettent de voir que, regardez, c'est le bordel en France et c'est absolument horrible tout ce qui se passe. Et en fait, ça, moi, je trouve ça absolument déplorable parce que je me dis, les informations, soit tu les prends en entier, soit tu prends que dalle. C'est un peu ça. Tu peux pas prendre juste un petit bout et te dire, voilà ce qui se passe. Et là, c'est un peu ce qui se passe autour d'Hassanabi, c'est que, comme toujours, hein, l'information fait des ravages. L'information est ultra partagée. Le démenti, moins que ça, quoi. La loupe, comme dans Astérix, encore une passerelle ciné. Tout à fait. Bon, alors, ciné, c'est la BD, quoi. C'est la BD. Mais moi, je me souviens notamment, j'ai un pote qui m'avait passé ça. J'ai un pote qui m'avait passé un site qui s'appelle genre Où va ma France? Alors est-ce qu'il est encore visible? Voilà. Et en gros, c'est quand même quelque chose où il m'a passé ça. Alors c'était pour le critiquer, hein, évidemment. Et en gros, c'est un site qui permet de visualiser toutes les informations F de souche en France autour de certains thèmes, etc. Donc c'est un truc qui n'est plus trop mis à jour, je crois. Alors c'est un truc bordélique, hein, évidemment. Mais je vais d'ailleurs juste enlever mon... J'ai la flemme, mais en gros c'est censé être sur fond blanc, hein, évidemment. Mais c'est un truc qui est censé être utilisé pour dire, regardez, la France c'est le bordel, etc. On va juste à Paris, il y a telle news de F de souche sur l'insécurité, telle news de F de souche sur l'immigration, etc. Sur l'islamisme, tout ça. Sauf qu'en fait tout ça c'est lié à F de souche, qui encore une fois est une revue de presse, qui ne montre pas que typiquement, je veux dire, je sais pas, on va dans le 20e arrondissement, ça montre qu'il y a 10 000 actes, 10 000 trillions d'articles de F de souche autour de l'immigration. Est-ce que, moi je vis près du 20e arrondissement, tout est calme, quoi. Enfin vraiment, j'estime pas non plus être la personne qui saurait savoir tout ce qui se passe dans le 20e arrondissement. Probablement que parfois il y a des problèmes, je ne sais quoi, d'insécurité ou autre, je ne sais quoi. Mais reste que, c'est un des arrondissements les plus calmes, quoi. Clairement. Et en gros, moi j'ai quand même ce truc là où je trouve que il faut à chaque fois être assez alerte sur toutes les informations, et c'est pour ça que j'avais fait mon petit tweet à la con. C'est que je trouve quand même qu'il faut être assez alerte autour des enquêtes qu'il peut y avoir et autour de tout ce qui se passe à gauche, à droite, etc. De toutes les psyops que c'est en train de créer, et de pas tomber les deux pieds dedans, et de pas non plus être totalement fou et totalement délu là-dessus, quoi. Et encore une fois, d'avoir un peu d'esprit critique sur les images. Et là-dessus, j'ai aussi un autre extrait. Parce qu'en fait, on parle beaucoup d'esprit critique autour des images. Alors évidemment, l'extrait est classique et je vais vous le diffuser. Mais il y a quand même un truc où
Si tu les écoutes, non, c'est un coup de gorge où tu peux pas sortir le soir, mais bien sûr. Et le pire, c'est ça le truc, hein. Le pire, c'est de parler de Marseille, par exemple, ou de parler du 18e arrondissement. Là, les gens deviennent tout à fait fous, mais parce que c'est tellement imbriqué dans les personnes. Et moi, je me souviens, typiquement, j'ai des amis, ils venaient à Paris. Enfin, moi, pareil, quand j'appelle ma grand-mère ou des trucs du genre, où ça me dit à Paris, moi j'entends que c'est un peu oula, et voilà. Et des gens qui disent ouais alors Marseille c'est Chicago, Marseille, enfin Grenoble c'est Chicagreux, tout ça, des trucs du genre. Et c'est vraiment des trucs où à chaque fois, enfin l'image qu'ont les gens de Marseille, quand je dis que je viens de Marseille, ils se disent ah putain t'as du douillet, ils me disent t'as pas l'accent et t'as du douillet, des trucs du genre. Enfin vraiment c'est assez fou quoi, l'image que se font les gens de telle ville, de tel arrondissement de Paris, etc. Je trouve ça assez dingue. Et moi, j'ai quand même cet aspect où ça, c'est des trucs qui sont, j'ai l'impression, dans le marbre, quoi. Dans le sens où même des gens plutôt normis, entre guillemets. Alors évidemment, à Marseille, il y a des endroits où ça peut mal se passer. Il y a des endroits où si t'es une meuf la nuit, ça peut être vraiment, vraiment chaud, etc. C'est vraiment un truc où effectivement, il y a de l'insécurité par endroits, la nuit. C'est vraiment la nuit, si t'es une meuf, globalement, il y a beaucoup d'endroits où ça peut être compliqué. Évidemment, ça, on va pas le nier, bien sûr. T'as dû utiliser une arme à feu que 10 fois, donc tranquille, tu t'en sors bien. 11. Mais le truc, c'est que, effectivement, on va pas nier qu'il peut y avoir de l'insécurité par endroit à Marseille. Maintenant, dire que c'est Los Angeles dans les années 90 et que tu peux te faire tabasser à mort, en plus dans une forme de racisme anti-blanc, bref, c'est mal connaître Marseille en plus. Enfin, vraiment, un truc comme ça, c'est dingue, quoi. Vraiment, c'est assez dingue. Mais ça, c'est un truc, et ce qui m'inquiète un peu, personnellement, c'est que là, et ça, on revient d'ailleurs à l'affaire autour de Hassan Abi, c'est que ce qui m'inquiète aussi personnellement, c'est que ça touche pas juste les gens d'extrême droite complètement délus, qui voient des signaux de partout, etc. Là, ça touche des normies. Les normies, ils sont en mode, à part votre club de foot, la ville va bien. Mais les normies, ils sont en mode ah oui, mais c'est absolument horrible tout ce qui se passe à Marseille, etc. quoi. Et ça, c'est vraiment un truc où ça me fait un petit peu peur, quoi, clairement. Pareil, même à Rennes, ça se met à dire que ça devient invivable miskin. Mais c'est fou, c'est fou, c'est fou. La nuit, ça s'emboucane pour un rien, faut le dire. Non, mais ça, c'est sûr, évidemment que. Il y a des quartiers, mais globalement, vous restez dans le centre-ville de Marseille. Moi, j'ai des moments où genre j'appelle mes darons et je dis ah oui, je suis rentré chez moi à 3h du mat à pied, à Paris. Et ils se disent oh mais parce qu'ils ont la vision de Paris comme étant un coupe-gorge absolument dingue, quoi. Très bien le modo trotto-but, bien sûr. C'est quoi un normie, un simplé? Non, un normie, c'est pas un simplé, c'est quelqu'un de normal, qui est pas spécialement politisé. Parce que ça, c'est quand même aussi un de mes chevals de bataille en ce moment, c'est que je trouve que les gens de gauche comme de droite, d'extrême droite, etc., sont beaucoup trop dans un truc de ouais, tout le monde est politisé, mais particulièrement à gauche. Hein. Ils sont en mode ouais, tout le monde est politisé, etc. La réalité, je pense que c'est comme la résistance. Il y a 1% qui est collabo, 1% qui est résistant, 98% des gens qui s'en battent les couilles. Et je pense vraiment que la politisation, entre guillemets, de la France, alors évidemment, moi, je veux dire, j'ai appelé mes darons ce week-end, on en a parlé un peu de Le Cornu. Voilà, quoi, les gens s'en foutent, quoi, globalement. Et les gens se disent, oui, bon, oui, c'est politique, et puis voilà, quoi. C'est politique, enfin, la politique, c'est un truc un peu flou. Macron a fait toute sa campagne là-dessus. Statex, oui, évidemment, Stade de l'INSEE, hein, bien sûr. Mais globalement, j'ai quand même l'impression que les gens s'en foutent un peu de la politique. Et les normies, typiquement, c'est des gens qui s'en foutent un peu de la politique, votent pour les présidentielles, pour les législatives éventuellement, parce que c'est important de voter, mais ils votent comme ça à la volée, et puis voilà. Et le cœur de cible électorale de gens comme Mélenchon, tout ça, c'est pas juste des gens surpolitisés à gauche, parce que sinon ils feraient 1%. Les gens surpolitisés à gauche, ils voteraient ouais, Artaud et Poutou. Et encore, moi j'ai un cousin, il a voté genre Poutou, et il était en mode ouais, bah juste parce qu'il est ouvrier, et puis voilà. Et ils s'en battaient les couilles, et il va pas défendre, enfin il va pas aller sur des piquets de grève et tout. Il dit oui, lui il est sympa, quoi. Sauf qu'à chaque fois, c'est toujours les endroits bizarres à 4h du mat que ça prend comme exemple d'insécurité. Oui, en plus, c'est vraiment fou. Et ça, c'est des trucs, encore une fois, le fait que ça soit des gens à peu près normaux qui se disent que en vrai, c'est assez dingue tout ce qui se passe, etc. Je me dis putain, mais c'est fou, quoi. Et c'est vraiment des trucs qui sont droppés comme ça dans des petites phrases et tout. Je me dis putain, c'est vraiment c'est fou, quoi. C'est fou. C'était moi, j'avoue tout. Bah, je vais te ban. Je vais te ban. Mais du coup, moi, là où
on parle souvent d'esprit critique et on parle souvent du fait de garder son esprit critique sur Internet et de garder son esprit critique notamment face aux images qui nous proviennent. Notamment parce qu'en plus, là, typiquement, un des trucs qu'il y avait autour de la vidéo d'Asanabi, c'était de dire ouais, ça se trouve, c'est une vidéo faite par IA, tellement les IA sont bien faites, etc. Bon, quand même, on n'est pas encore là, hein, bien sûr, mais la vidéo semble quand même respirer d'un certain naturel, hein, ça va. Mais, ou du moins d'avoir, peut-être, si ça avait été basé sur l'IA, ça aurait été dans un coin ou je ne sais quoi, ou alors ça aurait été trafiqué de quelconque manière, parce qu'on est aussi dans cette société-là, où en vrai, c'est un peu chelou de se dire que ça peut y avoir des fakes par IA, etc. Donc on est dans une sorte d'ère de vraie post-vérité pour le coup, et de vrai putain, qu'est-ce qui va se passer au niveau de la vérité actuellement, tout ça. Mais bon, ça c'est un autre débat pour un autre temps, j'ai envie de dire. Mais du coup, on dit souvent qu'il faut garder notre esprit critique, et moi, j'avoue que j'ai cet extrait-là de Lettres de Sibérie de Chris Marker, qui a fait du coup un documentaire sur la Sibérie. Et il y a un extrait qui est souvent diffusé, qui est souvent montré, notamment en école de journalisme, et qui est souvent, qui est vraiment clé en fait pour comprendre qu'est-ce qu'on veut dire par le fait de garder son esprit critique. Je vais vous le montrer de suite. En enregistrant aussi objectivement que possible ces images de la capitale Yakout, je me demandais franchement à qui elle ferait plaisir, puisqu'il est bien entendu qu'on ne saurait traiter de l'URSS qu'en termes d'enfer ou de paradis. L'URSS, c'est pour URSS. Pareil. En école de ciné aussi, oui c'est vrai, mais c'est surtout j'ai l'impression montré en école de journalisme, même si effectivement en école de ciné il y a des analyses super profondes à faire autour de cet extrait là, il y a beaucoup de choses à en dire en fait, notamment sur l'interprétation des images, sur pareil un côté rancière de comment est-ce que tu interprètes une image qui est plutôt objective, c'est-à-dire que là Lettres de Sibérie c'est un documentaire, c'est pas une fiction, hein, c'est plutôt des images objectives a priori. Exemple. Yakoutsk, capitale de la République socialiste soviétique de Yakoutie, est une ville moderne, où les confortables autobus mis à la disposition de la population croisent sans cesse les puissantes hymnes triomphes de l'automobile soviétique. Dans la joyeuse émulation du travail socialiste, les heureux ouvriers soviétiques, parmi lesquels nous voyons passer un pittoresque représentant des contrées boréales, s'appliquent à faire de la Yakoutie un pays où il fait bon vivre. Ou bien, Yakoutsk, à la sinistre réputation, est une ville sombre, où tandis que la population s'entasse péniblement dans des autobus rouges sang, les puissants du régime affichent insolemment le luxe de leurs hymnes, d'ailleurs coûteuses et inconfortables. Dans la posture des esclaves, les malheureux ouvriers soviétiques, parmi lesquels nous voyons passer un inquiétant asiate, s'appliquent à un travail bien symbolique, le nivellement par le bas. Ou simplement, à Yakoutsk, où les maisons modernes gagnent petit à petit sur les vieux quartiers sombres, un autobus moins bondé que ceux de Paris aux heures d'affluence croise une Zim, excellente voiture que sa rareté fait réserver au service public. Avec courage et ténacité, et dans des conditions très dures, les ouvriers soviétiques, parmi lesquels nous voyons passer un Yakout affligé de strabisme, s'appliquent à embellir leur ville qui en a besoin. Donc voilà, ça c'est un extrait quand même, je veux dire, on peut se dire que... Évidemment, c'est un extrait qui est profondément montré dans le côté... j'ai mis de côté le lien, évidemment. Mais c'est un extrait, évidemment, qui est montré énormément en école de cinéma, mais aussi en école de journalisme, et qui devrait vraiment être montré énormément en école de journalisme, parce que, en fait, on a le même montage qui est montré 3 fois, mais une fois de manière améliorative pour le régime communiste, avec en plus, à chaque fois, des éléments, type la musique... le traitement sonore qui soit te met dans une joie, vraiment dans une liesse, soit te met vraiment dans une ambiance plus sombre. Et on a l'extrait du coup qui est montré 3 fois, pardon, qui dit soit qui met en avant le régime communiste et qui dit que c'est super bien, soit qui te montre l'extrait en disant que le régime communiste c'est absolument horrible et que c'est atroce et que c'est néfaste et que c'est sombre, tout ça, soit qu'il te le montre de manière tout à fait de manière la plus neutre possible et qui juste décrit des informations. Et je trouve que cet extrait là il est vraiment clé pour comprendre qu'est-ce que c'est que l'objectivité face à des images, parce qu'à chaque fois et ça c'est un truc qui pourrait plutôt être utilisé en école de journalisme plutôt qu'en école de cinéma, parce que c'est quelque chose sur lequel il faut être tout le temps alerte un maximum possible autour de tout ce qui se passe. Et moi je me souviens notamment, notamment c'est quelque chose qui s'applique beaucoup à gauche, parce que vous n'êtes pas sans savoir que à chaque fois qu'il y a un article, par exemple, je vais aller sur internet et je vais taper comme ça, comme je le fais très souvent, Jean-Luc Mélenchon. Déjà pour admirer son portrait,
cette belle bouille quand même. Et je vais regarder actualité Jean-Luc Mélenchon. Et t'as quand même le truc où vous regardez les images autour de Jean-Luc Mélenchon, et vous regardez qu'est-ce qui est utilisé comme image de la part des médias, et t'as juste un truc où notamment, je crois que c'était une de 20 minutes plus récemment, où je vais regarder un petit peu, tac, est-ce qu'il y a la une de 20 minutes qui est dispo ici? Je sais pas si je l'ai, là, ici. Je vais juste essayer de la rechercher de mon côté, vous inquiétez pas. Mais bah, c'est très connu que les portraits de Jean-Luc Mélenchon, utilisés dans la presse notamment, sont plutôt péjoratifs, sont plutôt des bouilles où à chaque fois, comme en plus il est très expressif, c'est un peu le défaut de Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il est très expressif, et c'est qu'en fait il a beaucoup, enfin il a un visage extrêmement expressif qui exprime autant de la colère, de la joie, et à chaque fois, enfin quand il a la joie, quand il est heureux, il y a ses yeux qui se ferment, etc. Quand il est époustouflé, il a des grands yeux, tout ça, donc t'as vraiment un truc où c'est quelqu'un d'extrêmement expressif. Je sais pas si quelqu'un a la une de 20 minutes, j'arrive pas à le retrouver de mon côté, mais qui est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel et qui te le fait, voilà, je l'ai retrouvé. Je l'ai retrouvé tout de suite ici. Mais en fait, vous voyez cette une-là de 20 minutes, vous vous dites, c'est le diable. C'est le diable. C'est horrible. Et donc, tu vois, LFI propose au parti de gauche une rencontre cet après-midi. Et tu te dis, waouh, mais il a l'air absolument horrible sur cette photo. Parce qu'il a l'air méchant, il a tous les signes du fait qu'il a l'air méchant, alors que juste, bah, il est vieux. Et vous comparez avec les photos dans la presse de, je sais pas, quelqu'un d'autre de vieux comme Dominique de Villepin, qui est pourtant pareil, a un visage moins explosif quand même, Dominique de Villepin, on va pas se mentir. Mais tu compares les deux et tu dis, bah oui, effectivement, t'as quand même un truc où c'est absolument pas la même chose, quoi. Alors que genre le lendemain, ils ont fait une news avec, sur Marine Le Pen avec son chaton, mais tout à fait. Et encore une fois, il y a des photos de lui, je t'envoie une belle photo de lui, mais il y a des photos de lui qui sont vraiment très très chouettes, quoi. Je veux dire, cette photo-là, il a l'air plutôt gentil. Cette photo-là, il a l'air tout gentil, tout penaud. Enfin, vraiment, il a l'air tout rigolo. C'est ça qui est fou, c'est qu'il y a vraiment plein de photos où il a l'air tout gentil, Mélenchon. Mais comme tu es cadré comme étant le grand méchant, bah là-dessus, c'est absolument désastreux. Et moi, je me souviens, j'avais... en fait, c'est pas la première fois que je cite cet extrait-là de Lettres de Sibérie. La première fois que je l'avais cité, c'était devant ce montage-là. Et je vais juste vous passer genre 10 secondes de ce montage-là. Donc du coup, c'était à l'époque du gouvernement Barnier. Hein. Donc c'était il y a 3 mois. Mais, mais globalement, en plus je dis ça, mais c'était genre il y a 9 mois. Hein. C'est quand même quelque chose, le temps est passé vite. Hein. Mais c'était à l'époque de la censure du gouvernement Barnier. Et juste, je vous passe 10 secondes que vous compreniez. Un moment d'histoire qu'un certain Jean-Luc Mélenchon n'aurait raté pour rien au monde. Escorté par ses fidèles lieutenants insoumis. Pareil, le vocabulaire, enfin, évidemment, il y a tout un aspect de la plastique de l'image et du côté où ça va rentrer dans quelque chose de très, comment dire, de très, d'absolument atroce, bien sûr. Ah pardon, priorité au direct, mais Mao Bichlong m'a envoyé une très belle photo de Jean-Luc Mélenchon. Alors je n'arrive pas à l'ouvrir, je vais juste l'ouvrir directement depuis mes DM ici. Mais t'as vraiment ce côté où pareil, le vocabulaire de Mélenchon et ses fidèles lieutenants. C'est vraiment quelque chose où, bah oui, on est dans le vocabulaire du chef, on est dans le vocabulaire du communisme, j'ai envie de dire. Mais voilà, regardez, Mao Bichlong qui m'a envoyé une très belle photo de Jean-Luc Mélenchon. Là, comme ça, il a l'air apaisé. Là, comme ça, il a l'air très gentil. Il a l'air de ne faire aucune mal à une mouche, quoi. L'image raconte rien, c'est le commentaire, la musique, le montage qui crée une histoire. Mais tout à fait, tout à fait. Et c'est ça qui est assez désastreux là-dedans. C'est qu'en fait, il n'y a rien. Et on revient d'ailleurs à cet extrait de Lettres de Sibérie, c'est que l'image ne raconte rien. L'image, il y a quelque chose d'ailleurs de l'ordre de, enfin, tout ce que disait Dziga Vertov sur le ciné-œil, dans le sens où la caméra de cinéma va capter beaucoup plus et va être beaucoup plus vecteur d'information que ce que l'œil humain peut voir. Ça, c'est une théorie de Dziga Vertov qui a été un grand, d'ailleurs pour rester en Russie, un grand théologue soviétique, enfin un grand théoricien pardon du cinéma soviétique, et qui a vraiment dit qu'en fait dans quelque chose, dans un plan au cinéma, il y a énormément d'informations. Alors oui, il y a un point de vue, il y a déjà en fait une sorte de filtre, évidemment. Mais en fait, dans ce qui se passe à l'écran, il y a déjà beaucoup d'informations. Et tu peux te remater une même séquence plein de fois et voir à chaque fois d'autres détails. Par exemple, je vous montre cette petite séquence-là, je vous montre ce plan-là.
et je peux vous le repasser 50 fois, vous demander combien il y a de fenêtres au bus, combien il y a de personnes dans le bus, de ce que vous pouvez capter, combien il y a de fenêtres au bâtiment, combien il y a de voitures qui passent, combien il y a de protagonistes qui passent, qui marchent dans la rue. Je peux vous demander tout ça. Et en fait, c'est un truc où, à la vision de l'œil, bah, en fait, vous aurez besoin de quand même beaucoup plus de temps que de temps pour capter ça à l'image, quoi. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose vraiment où, évidemment, le cinéma a énormément d'informations à l'écran. Et en fait, le choix d'un cinéaste, c'est de montrer sur quoi est-ce qu'il doit se focaliser. Et en fait, c'est là qu'on reconnaît d'ailleurs les grands cinéastes, c'est de se dire que c'est de se dire que malgré toute cette quantité d'informations, moi je vais me focaliser sur une chose, sur un aspect dans l'image, et je vais essayer d'épurer un petit peu toute cette image-là pour ne garder que l'essentiel, que ce que j'ai envie de montrer, que le point de vue que j'ai envie de montrer. Et ça, c'est quelque chose qui est plutôt... ça s'est cassé la gueule en hors-champ, mais... et ça, c'est quelque chose qui est plutôt... qui est assez époustouflant, quoi. Ça, c'est plus, ça c'est pas plus vrai à l'époque, proche des films tableaux qu'aujourd'hui, où le regard du spectateur est très guidé. Bah évidemment, mais c'est là aussi où je dis que le cinéma et la caméra, parce que c'est ça le truc, hein, évidemment, Paris ville dangereuse, c'est un attentat qui a eu lieu, mais à un mois du 13 novembre, mais en gros, ce que ça dit aussi de toute la qualité d'un cinéaste, c'est de se dire, ok, la caméra permet de capter énormément de ce qui se passe à l'écran, mais où est-ce que je vais guider la chose? Où est-ce que je vais guider tout ça? Donc tout Chris Marker parle de ça, de ce qu'on voit, de la manière de tout ce qui reste, mais bien sûr. Et d'ailleurs, il a fait aussi, Chris Marker, un film de fiction pour le coup, qui est absolument bouleversant, qui s'appelle La Jetée, où bah, c'est que des photos. Et c'est que des photos à animer, et c'est que des photos où il donne le sens aux photos. Grâce à la voix off, parce qu'il a beaucoup travaillé sur la voix off également, Chris Marker, Sans Soleil également, qui est absolument prodigieux, évidemment, même si je l'ai vu il y a très longtemps, j'ai plus trop de souvenirs, mais en tout cas, il y a quand même ce truc où la théorie du ciné-œil de Dziga Vertov, elle est pas non plus, et ça pue la merde, débattez ailleurs s'il vous plaît. Et d'ailleurs, Chris Marker, généralement, ses films sont dispo sont dispo en ligne, vraiment, vous pouvez le trouver assez facilement. Tac. C'est ça le début ou pas? Je sais plus. Égalité de regard. Je sais plus exactement. Mais tiers-mondisme du temps. Putain, c'est prologue. Voilà, ça doit être celui-là. Il m'a parlé. La première image dont il m'a parlé, c'est celle de 3 enfants sur une route en Islande en 1965. J'ai mis 2,5 à Sans Soleil, putain. Il me disait que c'était pour lui l'image du bonheur. Alors, c'est possible que je me sois fait chier. Et aussi qu'il avait essayé plusieurs fois de l'associer à d'autres images, mais ça n'avait jamais marché. Il m'écrivait: il faudra que je la mette un jour toute seule, au début d'un film, avec une longue amorce noire. Si on n'a pas vu le bonheur dans l'image, au moins on verra le noir. C'est vrai que ça, ne serait-ce que ça, c'est dingue, hein, comme théorie sur le cinéma, de dire, bah oui, il y a des images où en fait c'est dur de les associer à d'autres images, quoi. Parce que là, c'est une image vraiment de... La voix off au secours. Oh, ta gueule. Mais moi, je suis contre les voix off de manière générale, mais chez Chris Marker, je trouve qu'il maîtrise ça plutôt bien, quoi. Et c'est de dire qu'effectivement, il y a des images où... À quoi est-ce que tu associes cette image-là de 3 enfants tout heureux, etc. C'est quand même un truc où c'est assez... est-ce que tu l'associes à cette image-là, mais du coup, bah, t'as une sorte de grand contraste entre l'innocence et la guerre. Enfin, c'est vraiment quelque chose où c'est vraiment dingue, quoi. C'est vraiment dingue. Et Chris Marker, ouais, effectivement, Chris Marker, il y a des trucs super chouettes dedans. Et encore une fois, moi, là où je voulais surtout en venir, c'est que effectivement, comment dire, le cinéma, cette affaire j'en parlais récemment avec une amie, mais en gros, le cinéma... On en parlait dans le contexte du spoil. Et en fait, on disait que pour moi, un film, c'est jamais tellement spoilable. Parce qu'un spoil, ça va être genre 3 phrases pour dire, bah, il y a ça qui se passe. Et en fait, un film, c'est 2 heures. Donc vraiment une très longue durée. Avec 24 fois par seconde la vérité. 24 fois par seconde une image. Et des images dans lesquelles il y a énormément d'informations. Il y a de la couleur, des contrastes de lumière. Il y a des acteurs, des interprétations, des costumes, des décors, du maquillage. Il y a à côté, t'as le son dans lequel il y a des effets sonores, de la voix off, de la voix, tout simplement à l'écran, des trucs qui se passent en hors-champ, etc. T'as de la musique également, ou de l'absence de musique. T'as énormément de choses où t'as beaucoup de choses qui se passent à l'écran.
Et est-ce que tu peux spoiler un film juste en disant 2 phrases? Ça me paraît compliqué, quoi. Ça me paraît compliqué. Et globalement, j'ai quand même ce truc où je trouve, mine de rien, que en vrai, la faculté vraiment clé du cinéma, c'est la quantité et l'abondance d'informations qui font que, généralement, tu peux avoir un petit peu, parfois même, des flous, parce que tu sais pas exactement quelle information est clé, et en fait, tu as un côté où, là, typiquement, ce qu'on retrouve dans l'extrait d'Asanabi, pour revenir un petit peu à ça, mine de rien, c'est que dans l'extrait d'Asanabi, en fait, toutes les informations que tu as à l'écran sont clés. Et c'est là aussi où l'extrait est l'extrait est assassin. L'extrait est assassin parce que toutes les informations qu'il y a à l'écran sont clés. Le fait qu'il regarde sur le côté pour faire un petit truc, le fait qu'il regarde en arrière vers son chien, le fait que son chien pousse un petit couinement lorsqu'il remonte la patte, le fait qu'on dirait qu'il semble plutôt agacé par son chien, tout est utile pour monter la théorie qu'il est en train d'électriser son chien. Donc t'as vraiment ce truc où c'est parce qu'il y a cette abondance qu'il faut regarder ces films étrangers sans sous-titres. C'est pas parce que tu mets 2 fois que j'ai pas... Mais oui, je suis d'accord. Et je suis d'accord que rajouter des sous-titres, c'est rajouter aussi une abondance d'informations, quoi. C'est l'info à l'écran utile d'écho de merde. Ça, c'est vrai, par contre, ça, c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est quand même un truc où il y a un portrait de son chien à côté quand même de lui. Hein. Donc je me dis, quand même, s'il est maltraité, ça devrait aller. Mais c'est là aussi où... Ah oui, pardon, j'ai pas mis l'extrait important, mais qui va, pour le coup, discréditer la théorie... Voilà. C'est quand même quelque chose où, a priori, on peut se dire... Par contre, c'est bien fait. C'est quand même bien fait. Mais a priori, il y a quand même un aspect où comment dire, tout cet extrait d'Asanabi, là où il est ultra assassin, c'est que en réalité, il y a vraiment aucune information qui est laissée à la légère, aucune information qui est laissée sur le côté. Tout est fait pour que la théorie concorde avec tous les éléments qu'on a dans l'histoire. Et il y a même un côté presque enquêteur, mais sans le vouloir, et un côté ludique, en fait, finalement, avec tout ce qui se passe à l'écran, où, en fait, les gens sont heureux d'arriver à la conclusion. Mais tout comme quand vous débusquez une épreuve dans un professeur Layton, une énigme dans un professeur Layton, vous êtes content de vous dire que, finalement, j'ai trouvé la solution, quoi. J'ai trouvé la solution. Qu'elle est dans une sauce pour violence envers son humain, c'est extrême droite, on parle pas. Comme par hasard, hein. Comme par hasard. Les spécistes comme Émeric Caron n'en parleraient pas de cette histoire. D'ailleurs, voilà, Émeric Caron n'a absolument pas parlé de cette histoire-là, il était occupé à d'autres trucs, quoi. Comme quoi, le sujet, finalement. Je serais pas étonné qu'il utilise vraiment un choc collar, ça arrête un États-Unis. Mais en fait, c'est ça le truc, c'est qu'au bout d'un moment, ça a été démontré que c'était faux. Alors après, vous pouvez ne pas le croire, etc. Moi, je suis en mode rasoir d'Occam. Quelqu'un me dit une information est fausse, je vais pas non plus déblatérer et dire non, vous mentez, etc. Je me dis bah oui, ok, bon bah je le crois. Ça a l'air d'être en fait la personne qui pourrait le plus savoir ce qui se passe en fait. C'est ça le truc. Et donc c'est pour ça que ok, bad much, oui, pardon. C'était trop bad much de dire rasoir d'Occam. Mais mais globalement, rasoir d'Arkham, pardon. Batman. Chauve-souris. Mais globalement, il y a quand même comment dire. En tout cas, restez conservez votre esprit critique, les gens. Ça, c'est quand même le truc où à chaque fois, enfin, c'est pour ça que j'avais fait mon petit tweet à la con. C'est que gardez quand même votre esprit critique face aux informations, face aux images. La lecture de l'image, c'est quand même quelque chose qui est ultra clé quand vous regardez des informations sur internet et quand vous regardez des choses qui se passent. Il faut toujours bien lire des images. C'est pour ça d'ailleurs que Fabien Olicard a tant de succès. C'est que lui, c'est quelqu'un qui arrive à savoir lire les images et à savoir qu'est-ce qui se passe dans les images. Et c'est pour ça qu'à ce niveau-là, il faut toujours être un petit peu alerte autour de ce qui se passe. C'est pour ça même que moi, j'ai attendu un petit peu que la sauce commence à passer. Là, ça fait une semaine que c'est passé. Et sinon, on peut dire que c'est COSEF, non. Non, mais évidemment, ça, c'est quand même la clé de toute cette chose-là. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas particulièrement qu'il ait électrocuté ou pas son chien. Ça, je veux dire, qu'est-ce que ça changerait dans ma vie. Mais il y a quand même un truc où, a priori, ce qui m'intéresse, c'est quand même toute la sauce qu'il y a eu autour. Parce que ça, cette sauce-là, elle est pas née de rien. Elle est née d'un extrait qui semble un petit peu trompeur parce que tout est fait pour arriver à cette conclusion-là. Et ça, là-dessus, moi, je trouve ça assez douloureux, quoi. Assez douloureux. Et le chien d'Usul va bien, de ce que
ce que j'en sais, voilà, je pense qu'on s'en fout, quoi. Quand même fou la proportion que ça a pris. Bah, en fait, c'est un truc où enfin, c'est aussi un truc où là, il y a quand même une responsabilité d'extrême droite d'avoir autant fait monter la sauce, et des gens qui ont cru, etc. Mais en soi, les gens y croient, on s'en fout, quoi. C'est qu'il y a quand même ce truc où, bah, ils se sont dit, là, c'est un argument irréfutable, et parce que dans l'image, tout semble irréfutable, tout semble être une preuve carrée pour dire ça, et tout semble vraiment absolument indémontable. Il est coupable d'emblée, il est présumé coupable d'emblée, et donc bah, ça là-dessus c'est une preuve dans laquelle ils se sont engouffrés pour dire regardez, 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 parce qu'ils avaient besoin d'une preuve pour montrer qu'Hasanabi c'est un connard. Et d'ailleurs quelqu'un en avait parlé plus tôt, mais Hasanabi, il y a encore aujourd'hui des conséquences, même si bon ça fait qu'une semaine, mais internet va vite, mais il y a encore aujourd'hui des conséquences. Il était censé être dans un podcast là de Pokémon et je sais plus qui, et en fait ça a été annulé, enfin en tout cas reporté, pour dire bah non, en tout cas il y a un peu une sorte d'affaire autour de ce qui se passe, donc je vais attendre un petit peu. Donc il y a quand même un truc où a priori, ils essayent vraiment d'aller de plus en plus loin et enfin, la vraie cancel culture, elle vient de là, encore une fois, comme le prouvait l'affaire autour de Jimmy Kimmel et Charlie Kirk, c'est que la vraie cancel culture vient de là-bas, quoi, clairement. Clairement. Alors qu'on devrait s'unir autour de notre haine des États-Unis plutôt, c'est vrai.